Bonjour Nina. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, donc Nina Rossignon, je te reçois dans cette conversation pour parler de toi, ton parcours, mais aussi ton rôle chez Actionnel et dans ton entreprise immersive. Alors, tu es coach en leadership et formatrice en management, et tu es aussi responsable territorial de Actionnel Île-de-France, c'est ça? Tout à fait, exactement. Tu as tout dit. Ok. Donc, je vais te proposer de te présenter rapidement, puis après on rentrera un petit peu plus dans le détail. Ouais, parfait. Je te propose de pitcher du coup. Oui. Bonjour, moi je suis Nina Rossignon et je suis maladivement timide. Mais je me soigne. J'ai mis plein de choses en place en fait pour lutter contre cette timidité qui m'a vraiment coupé d'opportunités personnelles et Ouais. d'opportunités professionnelles, clairement. Je me lance des challenges comme ça et l'un des derniers, c'est le stand-up. Tu vois ce qu'est le stand-up? Ouais, ouais, complètement. Donc en fait, j'écris et je joue mes propres sketchs sur la relation client et le management parce que j'ai été directrice de plusieurs services clients et des anecdotes sur le management et la relation client, j'en ai des tonnes. Et en fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis coach en leadership parce qu'en fait, j'ai vraiment travaillé sur moi pour offrir et développer mes compétences. Et aujourd'hui, c'est ce que je mets à la disposition de mes clients, c'est vraiment ces compétences-là pour trouver un management bienveillant et savoir motiver les équipes euh, pour atteindre la satisfaction des clients. Ok, alors toi, là, c'est toi un peu sur l'angle professionnel, mais à titre personnel, comment tu te présenterais? En dehors Ah, du fait que tu as été timide ou que tu l'es plus trop maintenant, mais... non, parce que j'ai beaucoup travaillé, mais si je dois me Ouais. présenter, moi je suis Nina Rossignon, j'ai 48 ans, même si je ne les fais pas et que dans ma tête je ne les ai pas du tout. J'ai deux enfants, j'habite Paris, deux enfants qui ont 20 ans et 16 ans, je suis mariée, j'ai deux chats. Et si je dois me présenter, bah là déjà c'est pas mal. Et oui, c'est pas mal. Alors, on va revenir à l'origine de Nina. Qui était Nina quand elle était petite? Ben, une grande, grande timide, quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle. Et puis, tu sais, j'ai grandi avec des parents qui avaient des schémas très marqués parce que issus de l'immigration, donc avec une culture mauricienne, où la culture mauricienne, c'est une culture patriarcale. Mhm. Donc, c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui commande, c'est l'homme qui amène l'argent à la maison. Et il y avait un truc au fond de moi où je pense que, tu vois, ça frottait, quoi. C'était pourquoi? Pourquoi? Et ça, je remercierai jamais assez l'univers de ne pas m'avoir fait grandir à l'île Maurice parce que je vois la différence entre moi, c'est ce que je fais ici en France, qui est possible, enfin, tu vois, d'être né ici, d'avoir été éduqué ici, de ne pas avoir de barrière sur certaines choses et la liberté des femmes qui est hyper limitée à l'île Maurice, où souvent le rôle de la femme, c'est une épouse, une mère et une soignante pour les personnes, les beaux-parents, et basta, quoi. Tu vois, Mhm. Mhm. l'ambition professionnelle, il n'y en a pas trop. En tout cas, elle n'est pas permise. Ça change, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai vraiment grandi dans ce contexte où, par exemple, aujourd'hui encore, ma mère, quand je lui parle de mon job, elle me fait non, mais t'es sûre que tu veux pas revenir au salariat? Non, maman, vraiment non. Oui, je vois bien. Alors, donc, est-ce que ton père a eu un impact important justement dans cette éducation, du coup, enfin, tout cet environnement, et par quoi tu as été imprégné au départ? Alors, très clairement, ouais. Mon père était entrepreneur. En fait, pour te raconter sa petite histoire que je trouve juste formidable, et je pense que son histoire, forcément, elle a un impact sur la mienne. En fait, mon père, il est né à l'île Maurice, il a grandi là-bas, et il était amené à devenir pêcheur. Et en fait, lui, il avait des envies d'autre chose, et souvent, à l'île Maurice, encore aujourd'hui, la France représente un Eldorado. Et un jour, il y a un touriste français qui passe sur la plage, qui alpague mon père. Et mon père, il est, et j'ai ça de lui, je pense, ce côté, tu vois, relationnel. Et le touriste commence à parler avec lui, ils s'entendent bien. Et le touriste lui dit, tu sais quoi, j'ai une boîte, moi, en France, et j'ai besoin de main-d'œuvre. Est-ce que ça te dirait, je te paye ton billet, tu viens? Et en fait, mon père a été le premier de son village à quitter Maurice pour venir en France, tout frais payé. Et en fait, ce monsieur donc lui a appris son métier. Donc c'était la reprographie. Donc tu sais, c'est tous les copy-top Mhm.
qu'on voit un peu. Et donc, il a appris son métier. Très vite, il est devenu directeur de son agence et puis petit à petit, il s'est émancipé. Et quand il a eu 40 ans, donc moi j'étais enfant, il a quitté ce monsieur qui lui avait tout appris, qui lui avait tout donné pour lui-même se lancer dans l'entrepreneuriat et créer sa propre boîte, donc de reprographie. Ses clients l'aimaient tellement qu'ils l'ont suivi. Et en fait, il a eu un succès, mais incroyable, quoi. Enfin, Mhm. vraiment, tu vois, sans bagage scolaire, avec un français approximatif, il a réussi vraiment à développer sa boîte et il a eu une vie très, très confortable. Et je pense que ça, tu vois, au-delà de l'autorité qu'il pouvait représenter, il y a eu ça qui s'est imprégné en moi parce qu'il me l'avait dit. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais quand on parlait tous les deux, il me disait, mais tu te rappelles pas, quand j'ai créé ma boîte, tous les jours, je rentrais et tu me disais, alors, c'est quoi le chiffre d'affaires? Tu vois, et tous les soirs, je lui demandais, c'est quoi le chiffre d'affaires? Et donc, je trouvais l'anecdote que j'avais complètement zappée, moi, marrante et rigolote. Quand moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je l'ai réalisé. Malheureusement, il n'aura pas vu cette étape-là de ma vie. Il a juste vu les postes de direction que j'ai pris et je sais que là, il y a des choses aussi qui se sont passées dans son esprit qui l'ont fait changer aussi de ce paradigme patriarcal qu'il avait, quoi. Ouais, ouais. Donc, du coup, il t'a donné un peu le goût de l'action et de l'entrepreneuriat, c'est ça? Donc, quelque chose qui est assez young, qui est dans le faire. Quelle a été l'influence de ta mère dans tout ça? L'influence de ma mère, ça a été de ne surtout pas être comme elle, je pense. Tu vois, enfin, ma mère est très douce, elle est très passive, et je pense que son influence, ça a été de me dire, ben non, en fait, moi, je veux, même si ma mère est très forte, euh, moi, j'ai pris peut-être le contre-pied du truc. Hmm. Et je pense que ça a contribué de cette façon-là à être celle que je suis aujourd'hui. Le contre-pied, on va dire, du caractère yin de ta mère, qui est plutôt, du coup, des compétences et on va dire, des caractères féminins, au profit d'un comportement plutôt yang de ton père, entrepreneurial et dans l'action, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et tu penses que tu n'as rien gardé de la partie plutôt yin de ta mère? Si, bah si, très clairement, je suis coach. Je suis coach, donc je suis, tu vois, beaucoup dans l'écoute de la personne, Hmm. dans la prise de conscience, dans l'accompagnement. Donc très clairement, j'ai pris ça, ouais, cette douceur en tout cas, ouais, ouais, de ma mère, ouais, ça je pense, ouais. Ouais, tu as quand même un petit peu fusionné les deux. Oui, tout à fait, Hmm. ouais, clairement. Clairement, même si on m'a toujours dit que je ressemblais beaucoup à mon père et physiquement et dans le caractère, je pense qu'il y a une grosse part de mon père qui est en moi. Et oui, dans ma mère, oui, bien sûr. Enfin, je suis le fruit des deux, ça c'est indéniable. Hmm. Alors, donc, t'es arrivé en France avec tes parents, c'est ça? À quel âge? Moi, je suis née à Paris. Ah, t'es né à Paris, ok. Ouais, ouais. Moi, je suis née à Paris, j'ai été éduquée ici. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans l'éducation que j'ai eue, mes parents, tu vois, n'ont pas été du tout fermés sur le fait de, on est mauricien, donc on va te faire grandir dans un climat mauricien. Non, ils étaient hyper ouverts, donc hyper Hmm. intégrés. Et donc, au contraire, quoi, j'ai toujours été euh, baignée dans le truc de on fait pas de vagues et on vit pas à la mauricienne en France, on vit à la française. Ouais. Même si, comme j'étais une fille en plus et la fille aînée, il y avait le truc de bah, pas les garçons, pas les sorties, focus boulot, 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 travail, école, résultat, quoi. D'accord, ok. Donc, quel a été ton parcours ensuite en tant qu'enfant, adolescent, ton parcours d'études? Quel était ce chemin? Ben, parce que j'avais pas confiance en moi, je pense que j'ai pas été, tu vois, dans vraiment ce que je voulais faire au fond de moi. Je pense que j'ai un côté très artiste tout au fond. Et en fait, pour mes parents, c'était pas un job. Donc, j'ai développé ce côté artistique où je passais pas mal de castings, mais on va dire plutôt en hobby.
Et pour mes parents, il fallait que je fasse des études, qu'il fallait que j'ai un travail avec un CDI, c'était hyper important. Donc en fait, j'ai vraiment été dans ça. Et j'ai essayé de trouver quelque chose qui m'animait quand même. Et j'ai été vers l'immobilier parce que je pensais que j'avais toutes les facultés d'être agent immobilier. Ça, c'était vraiment mon, mon goal. Ok. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai commencé donc après le bac, parce que c'était le minimum à avoir, c'était le bac. Ensuite, j'ai fait un BTS professions immobilières parce que, et en alternance parce que j'avais besoin, tu vois, de concret. Et j'avais besoin très vite de me lancer dans la vie active pour prendre cette indépendance, répondre aux attentes de mes parents, donc avoir un job, faire des études, mais express pour moi et gagner ma vie pour pouvoir très vite, moi, me dire, bon, il y a un moment, tu vois, j'avais besoin, parce que je sentais que j'avais besoin de cette liberté, donc d'aller vers l'extérieur et d'être autonome. Hmm. Et en fait, quand j'ai commencé l'alternance, je suis tombée sur une directrice d'école qui m'a dit, mais Nina, vous êtes faite pour le logement social. Et tu sais, à 20 ans, tu fais, mais n'importe quoi, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et donc, je voulais être agent immobilier. Néanmoins, c'était la directrice de l'école qui me donnait, qui me trouvait le stage, enfin, l'alternance. Donc, j'ai préféré dire OK. Donc, j'ai fait mon alternance chez un bailleur social où, en fait, j'ai pas adoré ce que je faisais, mais en tout cas, je faisais le job. Et au bout de 6 mois, on m'a donné mon propre patrimoine à gérer. On m'a donné le management d'une gardienne. Ça s'est super bien passé. Mais quand j'ai fini mon BTS, je peux te dire que je suis partie tout de suite en recherchant l'agence immobilière. Et donc j'ai quitté le logement social, j'ai été en agence immobilière, je me suis plantée royalement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc je Ouais. devais faire du porte-à-porte, Hmm. je devais faire du phoning. Et comme j'étais timide, ça a été Dur. chercher loin, tu vois. Ouais, j'ai Ouais. cherché loin dans mes ressources. Et puis en fait, je me suis aperçue que je n'étais pas faite pour ça. Donc j'ai fait un peu de promotion immobilière. Et puis finalement, je suis revenue au logement social parce que cette directrice d'école, elle avait très bien ciblé qui j'étais. Et, Ouais. et du coup, j'ai fait 20 ans de carrière dans le logement social. D'accord. Ok. Et à quel type de poste? Alors j'ai commencé par être chargée de clientèle parce que finalement, je pense que le fait de ne pas avoir trouvé tout de suite l'agence immobilière, enfin, pour moi, je pensais, tu vois, que c'était vraiment mon truc. Et je pense que ça m'a affecté de m'apercevoir que, ben non, en fait, je me connaissais pas si bien que ça. Et du coup, j'ai fait charger de clientèle parce que c'était confortable, que j'avais pas besoin, tu vois, de me challenger trop. J'avais juste besoin d'occuper un poste opérationnel. Pendant toute cette période où j'ai été pendant 10 ans à peu près, ouais. Pendant une dizaine d'années, j'étais chargée de clientèle. Ça m'a donné l'occasion de construire ma vie de femme. Donc, je me suis mariée, j'ai fait un enfant, j'ai divorcé, je me suis remariée, j'ai fait un autre enfant. Et vraiment, tu vois, ce truc m'a permis de me construire personnellement, on va dire. Mhm. Donc, ce job un peu opérationnel. Et en fait, je suis tombée aussi, j'ai changé une fois d'entreprise et je suis tombée vraiment dans une entreprise où je me sentais bien, qui m'a permis en fait vraiment de grandir personnellement et professionnellement petit à petit. C'est-à-dire qu'en étant chargée de clientèle, donc j'avais un portefeuille de salariés d'entreprise pour lesquels je devais trouver un appartement dans le parc social. Et petit à petit, je m'occupais aussi des nouveaux arrivés, donc je faisais l'accueil, je faisais de la formation, j'ai intégré des groupes de travail pour construire notre propre système d'information. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu des missions en plus, Mhm. ce qui m'a permis de ne jamais m'embêter. Et puis, mes grossesses étant compliquées, je me suis arrêtée à peu près 1 an à chaque fois, D'accord. ce qui a fait des vraies coupures dans mon parcours professionnel et ce qui a en plus permis aussi de réintégrer l'entreprise dans un autre format parce que en fait, à chaque fois, l'entreprise dans laquelle j'étais a fusionné avec d'autres boîtes, donc en absorbant d'autres entreprises, d'autres entreprises. Et du coup, à chaque fois que je revenais de congé mat, il y avait de nouveaux process, de nouvelles équipes, de nouveaux collaborateurs. Donc à chaque fois, moi, je redécouvrais une nouvelle boîte. Et puis, quand donc j'ai commencé, j'ai eu une fille, ensuite j'ai eu un fils, donc le choix du roi. Mhm. Je savais que j'aurais pas d'autres enfants. Et là, je me suis dit, OK, maintenant, Nina, il faut que tu avances sur professionnellement, en fait, ce que tu as au fond de toi. Parce que j'avais repris confiance en moi.
Et en parlant à ma boss après mon deuxième congé maternité, elle me dit, Nina, tu sais, il y a un service client qui est en train de se créer. Peut-être que tu as une carte à jouer. Je dis ça, je te promets rien, mais peut-être que tu devrais tenter. Et j'ai tenté. Et alors là, gros coup de cœur avec la personne qui est en train de créer le service. Meilleur recrutement de ma vie. Enfin, tu vois, un espèce Mm. de truc où tu te sens aligné avec la personne, tu parles, elle complète, on parle vraiment le même langage. Et en fait, j'ai participé à la création du service client, pardon. Je l'ai intégré comme manager d'une équipe de 6 collaborateurs. Et en fait, au bout de 2 ans, j'ai pris la direction du service. J'ai fait monter le service de 12 collaborateurs à 25. J'ai intégré le comité de direction. J'ai été coachée en leadership pour Mm. vraiment m'aider à prendre, tu vois, faire cette transition de manager à directrice. Et à partir de là, je suis devenue une espèce de machine de guerre où j'absorbais tout. J'étais très curieuse de la relation client qui était vraiment le domaine dans lequel je savais que j'évoluerais pour toujours parce que j'avais trouvé enfin ma voie. Et puis derrière, ben, on est devenu le service client le plus performant de toute la profession parce qu'en fait, sur le logement social, j'étais dans le 1% logement, qui s'appelle Mhm. maintenant Action Logement. Et petit à petit, je suis devenue le leader en fait de la relation client auprès des entreprises du 1% logement. D'accord. Et alors, comment t'es sorti du salariat? À quel moment t'as fait ce passage? Et pourquoi? Parce qu'en fait, même si le logement, le 1% logement, Action Logement, donc à l'époque ça s'appelait encore 1% logement, le 1% logement c'est du privé, mais quand même lié à l'action de l'État, donc le ministère du Logement. Et le ministère du Logement a décidé de fusionner toutes les entreprises de 1% logement. Donc d'une entreprise nationale avec 500 collaborateurs, on a fusionné avec 20 autres entreprises. Donc, fusion de 20 entreprises. De 500 collaborateurs, on est passé à 5000. Et moi, on m'a nommé chef de ce projet parce que reconnu comme étant, tu vois, le service client le plus optimal. Et en fait, je me suis perdue. Je me suis perdue moi. Je me suis perdue dans ma connexion à ma famille, à mes enfants, parce que c'est un moment où j'ai été très, très prise. Donc, on m'a demandé, tu vois, de faire l'audit de toute l'organisation. J'étais en France un peu partout. Et en fait, bah, je faisais des journées de 7 heures du matin, 21 heures. Enfin, mon fils, je ne l'ai pas vu grandir dans ses premières années. Ça a été compliqué. Et en fait, il y a un moment, bah, j'ai dit stop. Et c'est le moment où il y a eu un plan, un programme de départ volontaire, donc, pour lequel j'ai postulé. Et c'est là que je me suis posée et que j'ai dit, OK, je quitte l'entreprise, mais qu'est-ce que je vais faire? Et pour le faire, j'ai eu besoin d'une pause. Donc, je suis retournée à l'école. Je suis retournée Mhm. à HEC pour, tu vois, me prouver à moi-même que j'en étais capable et me montrer que j'avais tout à fait les facultés de rebondir. Et là est arrivé le Covid. Donc, grosse coupure. Et je me suis dit, pendant le Covid, j'ai eu cette chance inouïe, tu vois, de vraiment pouvoir me regarder le nombril en me disant, OK, Ouais. Nina, tu vas faire quoi? Alors, je me suis occupée de ma famille, je me suis occupée de ma maison, mais j'ai pu aussi faire cette introspection. Et c'est devenu très clair. Tu vois, plus le Covid avançait et plus dans ma tête, l'idée de faire ce que mon père avait fait est revenue, mais comme une nécessité. Et donc après le premier confinement, j'avais pris contact par téléphone avec un expert comptable et premier confinement, on sort, je lui amène les documents et il me fait mon immatriculation que j'obtiens en 24 heures. Donc en fait, mis à part l'idée, j'avais pas vraiment construit, tu vois, de plan. Donc au début, j'ai commencé par faire du conseil en expérience client. Et très vite, je me suis pas sentie à l'aise parce que, bah, en fait, ça m'animait pas, tu vois, ça me prenait pas aux tripes. Donc, je me suis ennuyée. Mm. C'était ça le signe, c'était l'ennui, le fait que ça te fasse pas vibrer. Qu'est-ce qui a fait que tu as senti que tu n'étais pas aligné avec ce que tu étais en train de faire? Bah, parce qu'en fait, quand je me suis lancée, au tout début, j'ai vraiment pas fait de prospection, pas fait d'annonce. J'ai fait un site internet. Très vite, j'ai essayé d'être visible sur les réseaux sociaux. Mais j'ai fait appel qu'à mon réseau. Mm.
Et le réseau, tu vois, il y a un moment, quand tu as gratté tout le monde, ça marche plus, quoi. Mm. Il faut prospecter. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, comme, comme toi-même, tu n'y crois pas, bah, en fait, il y a un truc que tu renvoies où... Et à un moment, j'ai fait, je me rappelle très bien, il y a un moment où j'ai fait plusieurs rendez-vous clients de prospection et j'ai eu que des refus. Et ça m'a vachement chamboulé en mode, mais enfin, en fait, ça sert à rien. Ce que je fais, c'est voué à l'échec, en fait. Je suis pas Mhm. à ma place. Et c'est là que, curieusement, tu as des petits signes qui arrivent. Et j'ai fait de la sous-traitance donc pour un cabinet de consultants. Ils avaient une mission de management de transition. Donc j'ai postulé et c'est ma candidature qui a été retenue. Donc c'était pour remplacer une directrice de service client à Lyon, dédicace. Et du coup, je suis arrivée là où en fait j'ai trouvé une équipe absolument abîmée. Des gens démissionnaient sans avoir de job derrière tellement ils voulaient quitter la boîte. Ah oui. Il y avait eu vraiment un management très toxique. Et en fait, bah, moi, j'ai dû rebooster tout le monde. Donc, c'était une équipe, enfin, c'était un service qui était fait pour 30 collaborateurs. Ils étaient à peu près 20. Donc, j'ai dû donner confiance aux collaborateurs qui étaient encore présents, recruter. On est passé de 35% de réponse aux clients à 95% en 6 mois. À la fin, on a tous pleuré. Moi, j'ai trouvé la personne qui allait me remplacer, qui était vraiment, tu vois, dans ce que moi, j'avais commencé à impulser, à lancer dans la même direction. Mhm. J'ai participé à son recrutement. Aujourd'hui, je suis encore en contact avec elle. Je suis encore en contact avec des collaborateurs de cette équipe. Et je suis hyper fière. Et je me suis dit, au sortir, tu vois, de cette expérience, je me suis dit, mais Nina, en fait, c'est là, en fait, ta zone de magie. C'est la cohésion de l'équipe, c'est fédérer tout le monde. Il y a peut-être un truc à faire. Et donc là, j'ai passé une certification en coaching et j'ai réorienté mon offre, même si aujourd'hui je propose un peu de conseils quand même parce que sur les services clients, il y a un besoin. Mais quand je fais, tu vois, un diagnostic organisationnel de service client, très vite, ça oriente vers du coaching ou de la formation. Et là, je me sens carrément plus en accord avec moi-même. Oui, c'est à travers les résultats positifs et un peu exceptionnels que tu as pu obtenir que tu as pu, on va dire, constater là où était ta zone de magie, comme tu le dis. C'est ça. Ouais, vraiment. Ok. Est-ce qu'il t'est arrivé des expériences un peu similaires dans ta vie qui t'ont amené justement à te dire, bah tiens, là, en fait, c'est là que je dois aller parce que c'est là que ça fonctionne. T'as été sensible à ça comment? Alors, tu sais, le management, c'est, je trouve, le métier le plus difficile. Et en fait, moi, je pense être quelqu'un de très intuitif, de très dans l'émotionnel. Et professionnellement, j'ai eu des choses pas faciles à gérer au niveau management. Et ça, en fait, quand ça s'est produit, alors je vais te le raconter parce que, en fait, je pense que c'est ça qui a beaucoup joué dans celle que j'étais et qui m'a pas orientée vers dans la bonne voie. En fait, dans mon équipe service client, quand j'étais directrice de service client, j'ai eu une collaboratrice qui a perdu son enfant adolescent. Le, il est mort d'un problème cardiaque. Et en fait, on a tous, tu vois, été beaucoup dans l'empathie parce que c'est tellement pas naturel de perdre un enfant que du coup, quand j'étais à ce moment-là, j'ai été seule, c'était pendant les vacances. Euh, j'ai dû, moi, porter mon équipe. Mais pour porter mon équipe à donc annoncer que notre collègue n'allait pas rentrer tout de suite et la raison pour laquelle elle n'allait pas revenir tout de suite, il a fallu que je puisse l'annoncer, donc sans m'effondrer. Donc tu vois, j'ai coupé un truc émotion en étant hyper focus sur ma communication. Et du coup, j'ai coupé l'intuition aussi. Et ensuite, j'ai développé un truc assez dur, je pense, dans mon management parce que je me suis coupée de mon émotion alors que je suis complètement dans l'émotion et dans l'empathie. Ça fait partie de moi. Hmm. Et en fait, cette expérience-là, en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est quand je suis partie de ce service que les collaborateurs m'ont dit, mais Nina, on avait un peu peur de toi, on n'osait plus venir te voir. Je me suis dit, bah, non, c'est pas le manager que je veux être, moi.
Et que là, il y a vraiment eu un travail que j'ai fait pendant le Covid, en analysant tout ça et en me disant, bah, en fait, c'est pas la vraie moi. Et dans ma vie aussi, en fait, ça s'est produit parce que je pense que tu vois, le premier mariage dont j'ai parlé, c'est aussi le fait de pas avoir cette confiance. Et du coup, de me dire, bon, bah, en fait, cette personne n'est pas si mal, pourquoi pas, quoi. En fait, toujours dans ce truc de me contenter peut-être de peu au début, et alors que je pouvais viser plus loin, quoi, plus haut. Et là encore, je me suis coupée de mon intuition parce que je pense qu'au fond de moi, je le savais, je le sentais pas. Et, et en fait, j'essaye de reconnecter ça aujourd'hui. Et c'est encore un peu compliqué parce que les quelques erreurs que j'ai faites dans le cadre quand j'étais salariée, bah en fait, c'est des décisions que j'ai prises contre-intuitives, c'est clair. Et forcément, ça n'a pas marché. Quand tu parles d'intuition, tu parles de ressenti. Comment toi, tu as perçu ces intuitions exactement? Tu sais, la petite voix au fond de toi qui te dit n'y va pas. Mais ton cerveau qui fait bah si, j'analyse, je prends une feuille, je fais une colonne, le plus, le moins. Bon, bah ça va, il y a un peu de plus, vas-y, quoi. Voilà. Tu vois, c'est ce truc Pourtant, au fond de moi, il y avait un truc, quoi. Je le savais au plus profond, que c'était pas ce que je voulais. Mhm. Dire oui à un job, dire oui à un poste alors que c'était pas tout à fait ça, et puis finalement me percevoir que j'étais plus faite pour ça. Enfin, Et comment tu fais la différence entre la peur et l'intuition? Parce qu'il y a aussi la petite voix qui dit, ah, mais faut pas que j'aille là, parce que... Et puis en définitive, c'est de la peur. c'est une bonne question. Je pense que je questionne encore la chose. Mhm. Dans la peur, il y a un truc quand même stimulant quelque part. Tu vois, il y a un effet où oui, ça fait peur et c'est normal et c'est bien parce que quand ça fait peur, c'est justement pour pas que tu te lances trop vite, quoi, pour vraiment bien analyser. L'intuition, il y a quelque chose de complètement irrationnel qui fait que tu sais que t'es pas à la bonne place ou tu sais que c'est pas le bon endroit ou le bon moment. Il y a un truc complètement, enfin, qui te prend aux tripes en fait, Mhm. qui est au-delà de la rationalité vraiment. Alors, est-ce que tu utilises cette expérience-là pour ton accompagnement en leadership? Ça, c'est une bonne question. Et ben, tu vois, de plus en plus, mais là, je vais me former au coaching intuitif parce que justement, je veux vraiment le réintégrer dans ma façon dans ma méthodologie, dans mon accompagnement. En fait, je me suis fermée hein, à mon intuition parce que enfin, après, quand tu es manager, surtout quand tu as des postes de direction, très vite, tu vois, on te demande d'avoir des tableaux de bord, des chiffres. Et pourtant, l'intuition, c'est aussi ce qui peut t'amener du plus, en fait. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Et moi, je me suis coupée de cette intuition. Donc là, je vais me former pour réintégrer ça. Mhm. Je sais que dans mon accompagnement, je suis beaucoup dans l'analyse des émotions. Donc, j'ai réintégré, tu vois, cette partie émotionnelle. Ça, je l'ai depuis un petit bout de temps. Mais ce côté intuitif, je sais que j'ai encore du mal à l'intégrer. Donc là, je vais aller le chercher pour justement l'apporter parce que je suis persuadée que ça ne peut être que bénéfique. Oui, parce que d'une certaine manière, tu t'es beaucoup dans l'action, même si dans le coaching, il y a de l'écoute, hein, euh, il y a de l'observation. L'intuition, c'est aussi quelque chose qui est très yin, puisque on est à l'écoute de ses ressentis, on est en ouverture, on observe et ensuite on prend des décisions. Donc le yin-yang, c'est le passage de l'écoute et de l'attente et de la disponibilité à l'action. Et c'est ce mouvement-là qui fait que l'équilibre se met en place. Et j'ai l'impression que dans tout ton parcours de vie, tu as pas mal été quand même dans des positions où tu as été obligé de suivre ton intuition, ou à un moment donné, tu t'es dit, tiens, ah ouais, j'aurais dû suivre mon intuition parce que là, en fait, faut que je fasse ça maintenant. Et ça correspondait à ce que je ressentais, mais il y a un décalage entre le moment où tu le ressens et le moment où, en fait, tu es dans ton alignement, quoi. Et puis c'est une quête permanente de rééquilibrage, hein, l'alignement. Donc là, ce que tu me dis, c'est que tu vas aussi réaligner ton offre ou ta méthode
de coaching en allant un peu plus chercher l'intuition et proposer euh, à tes coachés plus d'intuition, c'est ça? Plus d'ouverture à l'intuition. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, mais tu l'as très bien dit, je pense qu'effectivement, il y a eu des moments où j'ai suivi mon intuition jusqu'à un certain moment et qu'après, je m'en suis coupée. Et que de toute façon, au fond de moi, oui, j'ai bien vu qu'il y avait des, des décisions que j'avais prises qui n'étaient pas, qui ne me permettaient pas, qui ne me permettaient pas d'être alignée avec moi-même, donc elles étaient contre-intuitives. Et donc, j'ai réorienté, mais du coup, j'ai perdu un peu de temps, j'ai perdu un peu d'énergie, tu vois, dans tout ça. Donc, l'idée, c'est là, et depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, que j'avance, enfin, tu vois, je suis plus du tout la même, même les personnes extérieures à moi, que ce soit ma famille, mes amis, enfin, il y a un truc de lumière en moi que j'avais déjà, je pense, mais qui explose aujourd'hui. Il y a Hmm. vraiment un truc où tu es complètement en phase avec toi-même. Et ce sentiment-là, en fait, il est tellement bon, il est tellement que ça me montre que je suis dans la bonne direction. Oui. Oui, de toute façon, je pense que quand on est vraiment très aligné et au fur et à mesure qu'on s'aligne, on rayonne davantage, on va dire, personnellement, professionnellement, parce que de toute façon, les choses sont plus simples, on est dans un flow, euh, et on est dans un équilibre permanent entre yin et yang, justement, et on arrive progressivement vers son chemin idéal et de fonctionnement optimal, on va dire. Et c'est ça qui est en train de se passer pour toi, enfin, c'est le chemin que tu es en train de prendre. Oui, oui. Euh, Juste pour dire ça, moi, ce que je trouve, c'est quand je suis alignée avec moi-même, les planètes s'alignent aussi, tu vois. Enfin, il y a un truc d'opportunité qui vient à toi et tu fais waouh. Et c'est ça que j'aime aussi, en fait, tu vois, c'est d'être aussi, au-delà d'être centré sur moi, il y a aussi cette ouverture qui permet, en fait, que l'univers, en fait, t'envoie des messages qui te permettent de te dire, OK, c'est bon, je continue parce que là, je suis dans le bon chemin. Oui, oui, c'est un peu la magie dont tu parlais tout à l'heure. Il y a une forme de, enfin, on peut parler de synchronicité, etc. C'est-à-dire que quand on est bien aligné, les choses viennent à nous beaucoup plus facilement. En tout cas, on les voit au moins de manière beaucoup plus positive parce qu'elles correspondent à tes attentes et ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir tout le temps, régulièrement, ce qui nous convient le mieux et de bien s'interroger sans être ni dans la peur ni dans le désir obsessionnel de ce dont on a besoin, quoi. Ouais, très clairement. Alors, aussi, au sein d'Actionnel que tu animes toi au niveau de l'Île-de-France, quelles sont les missions, on va dire, d'Actionnel auprès des entrepreneurs dans ce domaine en particulier? Ok. Est-ce que tu me permets du coup de présenter peut-être un petit peu Bien Actionnel? sûr, bien sûr. Ouais. Donc Actionnel, c'est une association euh, qui vraiment prône l'entrepreneuriat féminin. Moi, je l'ai intégré très rapidement quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que même si j'ai adoré être aux commandes, prendre mes décisions stratégiques, très vite, je me suis sentie seule. Et en fait, j'ai regardé un petit peu sur le marché tout ce qui existait en réseau d'affaires, en fait, tu vois, en club d'affaires. Et en fait, Actionnel, aujourd'hui, on a 500 membres, on a une couverture nationale. Le siège est à Lyon, deuxième dédicace. Et oui, toujours. On a 30 ans, on a fêté nos 30 ans en novembre dernier à l'Opéra de Lyon d'ailleurs, sublime lieu. Mm. Et en fait, il y a vraiment trois missions, je dirais, pour Actionnel. Il y a vraiment l'accompagnement des porteuses de projets. Donc, une femme qui a une idée et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a tout un parcours de formation pour lui permettre de passer de l'idée de passer d'idée à vraiment concept, stratégie. Il y a aussi le développement commercial. Donc, quand tu es chef d'entreprise, tu viens et puis il y a de la formation, il y a une communauté. Et puis, il y a aussi l'aspect réseau, en fait, où bah, c'est aussi un club de réseautage où on réseaute les unes avec les autres. Et donc, mon rôle, moi, pour revenir sur mon rôle, donc je suis responsable territoriale Île-de-France. Ça veut dire qu'en tant que bénévole, je représente Actionnel donc sur différents événements qui peuvent avoir lieu sur la région parisienne, sur l'entrepreneuriat féminin, bien évidemment. Donc, bah, je suis intervenue au salon Big euh,
en- au printemps dernier. Je représente aussi Actionnel au trophée RMC. Donc, RMC, en fait, euh, enfin, donne des trophées à différentes entreprises. Donc, tu sais, ça peut être une reprise d'entreprise, ça peut être une entreprise écologique ou une entreprise innovante. Et en fait, je participe à ces trophées en tant que juge, en fait, jury. Je fais partie du jury. Et du coup, je peux avoir voilà, différentes missions, je dirais, de représentation. Mhm. Et donc, du coup, tu as dû croiser un certain nombre de membres d'Actionnel. Et qu'est-ce que tu as pu observer concernant l'alignement que pouvaient avoir certaines ou le désalignement que pouvaient avoir certaines par rapport à leur projet d'entreprise, leur métier, leur fonction, la manière de faire? En tout cas, c'est sûr qu'en intégrant Actionnel, je me suis rendu compte que nous, les femmes, on a vraiment, tu vois, ce truc où on part d'un peu plus bas que les hommes, parce qu'il y a un côté éducationnel, sociétal, qui fait qu'en fait, on ne nous donne pas toutes les billes. Et donc, on part beaucoup avec beaucoup, beaucoup de croyances limitantes. Mhm. Et quand on a ces croyances limitantes, bah forcément, on n'est pas aligné. Donc, il y a un travail à faire, tu vois. Et ces associations qui existent sur l'entrepreneuriat féminin, elles permettent ça, vraiment de se poser des questions et puis de voir aussi que c'est possible d'avoir des rôles modèles féminins où on se dit, ah, mais en fait, elle l'a fait, donc je peux le faire. Et Mhm. ensuite, de se questionner. Donc, moi, voilà, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de croyances limitantes qui étaient vraiment des freins, mais des freins que chaque femme, à titre personnel, individuel, se met à elle-même. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un truc, tu vois, en leadership féminin à développer pour les aider. Et Actionnel, il participe, il contribue. Notamment, là, on a un gros événement qui a lieu une fois par an en novembre, qui est le challenge ambitionnel, où on va parler d'argent. Parce que les femmes et l'argent, c'est un sujet. On a souvent du mal déjà à enfin, fixer des tarifs, à se rémunérer dignement, à parler d'argent, à faire vraiment suivre sa trésorerie comme un bon père de famille d'entreprise. Enfin, Un bon et père de famille, tu vois, ouais, tu vois, le non, mais conditionnement. Pourquoi pas une bonne mère de famille? Non, mais en plus, c'est ce qui est dingue, c'est que cette expression, c'est presque une expression qui est rentrée, euh, comment dire, dans un vocabulaire juridique, parce que on dit qu'une entreprise est bien gérée quand elle est gérée en bon père de famille, ce qui est quand même hallucinant, quoi. exactement. Tu vois d'où Et on part. on voit là l'écart, ouais, incroyable qui existe. Mais tu as raison sur l'aspect juridique parce que on parle dans le droit immobilier, tu vois, sur le locatif notamment, de bien gérer son logement ou en tout cas de bien l'occuper en bon père de famille. Donc Aussi, tu ouais, as c'est raison, tu dingue, vois. c'est dingue. Tu as Mm, entièrement raison. Dans l'aspect mm, juridique, c'est carrément marqué sur les contrats de location. mm, Donc, complètement. ouais, enfin, tu vois, bah, typiquement, là, on parle de façon anecdotique du langage, mais c'est clair qu'il y a un vrai truc qui est à creuser, et sur lequel on avance, hein. Moi, je trouve qu'il y a aujourd'hui, la société, elle est quand même plus ouverte. Les femmes, de petit à petit, tu vois, on rééquilibre à 50-50 sur l'égalité dans l'entrepreneuriat. Mais il y a encore pas mal de freins, et notamment sur l'aspect argent. Ouais. Mm. Donc le premier alignement, c'est celui des croyances sur la réalité, d'une certaine manière. Parce que quand on a des fausses croyances ou des croyances limitantes, on n'a pas les croyances qui sont adaptées à la réalité de notre potentiel, de nos capacités, de réussite, de concrétiser. Et c'est ce premier alignement qu'il faut faire, en tout cas déjà pour les femmes. Et c'est ce qu'Actionnel essaye de faire en les accompagnant, pardon, euh, dans cette association. Oui, oui, oui. Par de la formation aussi, hein. On fait beaucoup de formations parce que je parlais du challenge ambitionnel où on va parler d'argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la formation sur le développement commercial, donc sur la prospection, parce que la prospection, c'est inné chez personne, hein. Enfin,
Il y Mm. en a effectivement qui sont très bons commerciaux, mais on est peu en fait. Et que ce soit pour le coup féminin ou masculin, je trouve que la prospection, c'est vraiment quelque chose, faut y aller. Enfin, moi personnellement, tu vois, c'est pas du tout inné, mais Mm. c'est nécessaire pour développer ton entreprise, pour développer ton business. Donc on accompagne aussi sur le développement commercial, sur la prospection notamment. On accompagne aussi sur la gestion du temps, parce que la gestion du temps, quand tu es une femme, il y a aussi quelque chose qui est intéressant d'aller jauger sur le pro et le perso, quoi. Mm. Oui, un équilibre qui est beaucoup plus délicat à gérer et à caler pour une femme que pour un homme, malheureusement, encore, on attribue des tâches, on va dire, au moins sur la partie accompagnement des enfants, éducation des enfants, souvent plus sur la femme que sur l'homme, quoi. Mm. Complètement. Mais alors, anecdote, mon fils vient d'avoir 16 ans, donc j'ai eu la carte vitale, mais c'était à moi. Alors, mon fils a un père, il a une mère, mais c'est à moi que la sécurité sociale a envoyé la demande pour qu'il ait Ouais, la carte voilà. vitale, tu vois. C'est Et ça. le soir, je rentre, enfin, je vois ça et son père rentre et je fais, mais tu te rends compte quand même, enfin, c'est Mm. injuste en fait. Mm, Bah, mm. tu es là et tu peux tout à fait remplir un formulaire et coller une photo dessus et puis leur envoyer. Enfin, pourquoi quoi? Pourquoi la femme? Donc il y a aussi, tu vois, d'un point de vue très général, et là on est sur l'administration française, il y a aussi des questions à se poser à ce niveau-là, pour Ah oui, rééquilibrer, aider en tout cas. il y a encore du travail, ça c'est sûr, ça c'est certain. Alors pour terminer un peu en guise de conclusion, par rapport à tout ce que tu as, toutes les personnes que tu as pu rencontrer à la fois dans ton coaching, mais aussi chez Actionnel, euh, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux femmes aujourd'hui pour bien aborder leur vie perso, leur vie pro, de manière équilibrée et alignée? Hem, pour moi, tout démarre de l'alignement. Je pense qu'une femme, si elle se lance dans l'entrepreneuriat ou dans un poste à responsabilité ou dans un projet, quel qu'il soit, il faut vraiment qu'elle arrive à comprendre comment elle fonctionne, quelles sont ses forces, quels sont ses points de progression. Sur ses forces, qu'elle se rassure parce qu'elle en a et sur ses points de progression, qu'elle les travaille par de la formation, qu'elle se fasse accompagner pour, vraiment, tu vois, permettre petit à petit de devenir, et en tout cas pas de devenir une meilleure version d'elle-même, mais en tout cas de prendre conscience de son plein potentiel Hmm. et ça contribue vraiment à l'alignement. Vraiment, enfin, tu vois, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et on m'a dit, j'ai des copines, hein, qui m'ont dit: «Ah bah non, mais tu as fait que du salariat, tu es vraiment pas faite pour ça». Du coup, j'ai retardé cette envie que j'avais au fond de moi et donc ne pas écouter les autres, mais savoir s'écouter soi, parce que si ton intuition te le dit, c'est qu'à un moment donné, ben, peut-être que tu en es capable. Donc vas-y, Complètement. quoi, va au bout Hmm. des choses. J'aime beaucoup, moi, citer, une phrase de Mandela qui me vraiment qui m tu vois, qui m'anime, c'est: «Je ne perds pas, j'apprends» Hmm. et je trouve que c'est vraiment ça, en fait. Il y a pas d'échec dans la vie parce qu'en fait, quand tout est facile, à la limite, tu apprends pas grand-chose, en fait. Mais quand tu as un obstacle qui vient à toi et que tu dois le surmonter, ben, il y a vraiment quelque chose de, j'apprends en fait, je contourne le problème, je Hmm. trouve des ressources au fond de moi Bien pour sûr. Hmm. arriver à mes fins et en fait, on apprend beaucoup plus quand on a des petites difficultés, des petits cailloux dans la chaussure. Donc moi, j'aime beaucoup cette phrase-là et je pense qu'il faut pas, baisser les bras parce que la vie, elle est pas évidente, elle est pas facile. Tu auras toujours des choses, des difficultés. Et il faut réussir à trouver au fond de soi la force nécessaire pour, les surpasser et trouver il y a que des solutions. Un jour, j'ai une collaboratrice qui m'avait dit, «Il n'y a que la mort qui n'ait pas de solution». Bah, je pense que ouais, c'est vraiment ça, tu vois? La vie est la solution. Euh, Ok, bah Et écoute, oui, tu voulais juste rajouter quelque dernier chose, ouais, dis-moi. pardon, pardon Christophe, juste le dernier truc, c'est investir sur soi. Hyper important. En fait, il y a pas de truc où on se dit, «Oui, bon, ben, me former, j'ai pas d'argent, me faire accompagner, j'ai pas d'argent». En fait, c'est pas de l'argent perdu, c'est pas de la perte, c'est de l'investissement parce Hmm. que tu auras forcément un retour sur investissement. Donc hyper important d'investir sur soi. Hmm, hmm. Oui, complètement. C'est
Investir sur soi, ça permet aussi de mieux se connaître et d'être mieux armé justement pour affronter les éventuelles difficultés. Et ça permet d'avoir cette capacité à se réaligner et de s'adapter en permanence et puis de bien aligner la vie en fonction de ce dont on a besoin réellement, je pense aussi. Mm. Bah, écoute, Nina, merci beaucoup pour ce partage qui était très intéressant. Merci à toi de ton invitation, c'était super. Ouais, c'était Bon avec grand moment. plaisir. Et Merci. puis, bah, à très bientôt alors. Oui, À très à très très bientôt. vite. Merci. Merci. Au revoir.